début des semaines à tous, bonsoir et bienvenue à ces journaux sur Shalom Télévision. À la une de l'actualité, la première vague du contingent Kenya quitté Goma hier dimanche 3 décembre 2023. Il s'agit de plus de 294 soldats des rangs. Détails à suivre dans ces journaux. Début de la campagne électorale pour l'élection des conseillers communaux ce lundi 4 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Vous suivrez les directeurs de communication de la CENI, M. Etipo Lono, pour plus de précisions quant à ce. Deli Sesanga a renoncé à sa candidature en faveur de Moïse Katumbi à l'élection présidentielle de décembre 2023. Il a annoncé ce dimanche 3 décembre 2023 au cours d'une conférence de presse. Déclaration à suivre dans ces journaux. Dans l'actualité également, lors d'un point de presse tenu hier dimanche 3 décembre 2023, Christophe Lutundula, ministre des Affaires étrangères, a communiqué les nouvelles mesures prises pour pallier les problèmes de production des passeports en République démocratique du Congo. Et en Guinée-Bissau, nous parlerons de l'arrestation du commandant de la garde nationale qui a été accusé par le président d'une tentative de coup d'État tout à l'heure. Et c'est tout pour les titres. Madame, Messieurs, bienvenue à vous si vous nous rejoignez sur Shalom Télévision. Le ministre des Affaires étrangères a communiqué les nouvelles mesures prises pour pallier aux problèmes des productions des passeports en République démocratique du Congo. Christophe Lutundula l'a dit hier dimanche 3 décembre 2023 à Mbujimayi dans la province du Kassai-Oriental, nous dit John Kassongo dans ses commentaires. Lors d'une conférence de presse tenue le dimanche 3 décembre 2023 à Mbujimayi dans le Kassai-Oriental, Christophe Lutundula a noté notamment le changement de l'opérateur pour la production des passeports en République démocratique du Congo. Par ailleurs, le ministre des Affaires étrangères a martelé sur le fait que l'ancien opérateur doit liquider tous les passeports avant son départ. Nous nous battons pour que l'actuel opérateur dont le contrat a expiré puisse liquider tout ce que nous devons aux compatriotes, c'est-à-dire nous avons à peu près une trentaine de milliers des Congolais qui ont payé, capturé mais pas encore servi. Nous avons écrit que tous ces passeports soient délivrés car nous avons touché l'argent, a-t-il déclaré. Il faut noter que l'obtention des passeports reste un casse-tête en République démocratique du Congo. C'est là en dépit du fait que le gouvernement de la République a décidé de réduire son prix à 99 $ américains. Je vais annoncer dans les sommaires, la force de la communauté d'Afrique de l'Est (EAC) a entamé ce dimanche 3 décembre 2023 son départ de la République démocratique du Congo. Le premier groupe d'une centaine de militaires kenyans a quitté Goma à 5 heures locales à destination de Nairobi. Alain-François Tissoaka nous en parle. Le 24 novembre, à l'issue d'un sommet de la communauté est-africaine en Tanzanie, la RDC avait annoncé ne pas renouveler le mandat de la force de l'EAC présente au Nord Kivu qui arrive à terme le 8 décembre alors que la force est très critiquée. C'est un premier départ dans la lignée de ce qui avait été annoncé après le sommet de l'EAC en novembre dernier, explique-t-on côté Kenya. Le chef d'état-major de l'armée kenyane était en visite à Goma vendredi 2 novembre où il a félicité ses troupes pour leur travail dans le Nord Kivu. Il les a appelés à rester vigilants alors que la force entame une période de transition. Les premiers soldats est-africains sont arrivés à Goma il y a tout juste un an pour faire face à la résurgence de la rébellion du M23, mais la force régionale est très critiquée en RDC. Kinshasa l'accuse de ne pas avoir réussi à résoudre le problème pour lequel elle était déployée et lui reproche de ne pas avoir contraint les rebelles à déposer les armes. Aujourd'hui, les combats continuent entre les M23, l'armée congolaise et des milices d'autodéfense. Un soldat kenyan de l'EAC a d'ailleurs été tué par des éclats d'obus en octobre dernier. Pour ne pas laisser des vides sécuritaires après les retraits de la force est-africaine, Kinshasa compte sur le déploiement de troupes de la SADC, la communauté d'Afrique australe, mais leur arrivée ne s'est pas encore concrétisée. Le calendrier pour la suite du retrait des troupes de l'EAC de la RDC n'a lui pas été communiqué. Et toujours dans le même chapitre, au lendemain du retrait du premier contingent des forces de l'EAC, la société civile du Nord Kivu a demandé de prendre les dispositions qui s'imposent pour restaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire national. Suivez les détails dans ces images.
John Banyene, président de cette structure citoyenne, a rappelé que c'est au gouvernement de jouer son rôle pour ne pas laisser des milliers de compatriotes à la merci de rebelles du 23 après le départ de militaires de l'EIAC. Dès lors que les forces de l'EIAC ne seront plus dans les zones contrôlées par le 23, nous, comme société civile, nous n'avons pas de demande. La seule demande est que le gouvernement doit prendre ses responsabilités, celle de restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire congolais. C'est-à-dire que le gouvernement congolais doit tout mettre en ordre pour bouter dehors ces terroristes afin que nos compatriotes soient dans les zones sous contrôle du 23 soient contrôlés par le gouvernement congolais. Des sources dans le territoire des Rutshuru ont confirmé le départ des troupes kenyanes et sud-soudanaises de certaines localités telles que demandées par le gouvernement. Et au chapitre de l'environnement, la République démocratique du Congo va bénéficier d'une aide de 60 millions d'euros pour protéger les forêts, annonce faite par le président français Emmanuel Macron lors de son intervention au COP28 qui se tient aux Émirats Arabes Unis. Suivez. La RDC va bénéficier 60 millions d'euros pour la sauvegarde de ses forêts. Le Congo-Brazzaville, lui, aura 50 millions et la Papouasie-Nouvelle-Guinée touchera une somme de 100 millions pour la même cause. Cette annonce a été faite le samedi 2 décembre à Dubaï par le président français au cours de son discours à la conférence mondiale sur le climat. Selon Emmanuel Macron, il faut soutenir ce pays qui préserve leur écosystème. Et c'est une urgence de mettre de l'argent dans ce genre de programme, ajoute-t-il. Au chapitre des finances, les services de la primature prévoient la cérémonie d'installation officielle des commissaires aux comptes nommés dans les établissements publics par décret du Premier ministre Jean-Michel Samalukonde les jeudi 14 décembre prochain à Kinshasa. John Kassongo. L'annonce a été faite par un communiqué rendu public par l'Inspection générale des finances et IGF ce dimanche 3 décembre 2023, annonçant la cérémonie d'installation officielle des commissaires aux comptes nommés dans les établissements publics. Tenant compte des spécificités des missions des commissaires aux comptes dans le secteur public, des formations sont prévues du 6 au 8 décembre de cette année pour les concernés. À l'amphithéâtre Félix-Antoine Tshisekedi, le cabinet du Premier ministre, l'Inspection générale des finances et l'Ordre national des experts comptables appelle également les personnes concernées à contacter les établissements publics auprès desquels elles sont nommées pour régulariser les formalités nécessaires dans le délai. Au chapitre de la politique, l'Association congolaise pour l'accès à la justice, ACAJ, a dans un communiqué de presse rendu public hier dimanche 3 décembre 2023 demandé à toutes les missions d'observation électorale de respecter la Constitution et toutes les lois de la République démocratique du Congo dans les cadres de leur mission, nous dit Trésor Kazadi dans ses commentaires. Tous les observateurs officiels de l'Union européenne doivent respecter et adhérer notamment au respect de la loi du pays où ils sont appelés à assurer l'observation électorale, a indiqué l'association dans son document, et d'insister la qualité d'observateur international ne confère aucune immunité particulière à moins que le pays d'accueil ne le prévoie. Pour la CAJ, cette disposition de faire non seulement la Charte des Nations Unies, mais également à tous les instruments internationaux régissant les rapports diplomatiques en ce qu'ils proscrivent clairement l'interférence dans les affaires. Le gouvernement congolais avait regretté dans un communiqué datant du 29 novembre la décision de l'Union européenne d'annuler sa mission d'observation des élections en RDC malgré les négociations en cours entre les deux parties. Le gouvernement congolais avait regretté dans un communiqué datant du 29 novembre la décision de l'Union européenne d'annuler sa mission d'observation des élections en RDC malgré les négociations en cours entre les deux parties. Venons-en maintenant à cette information. Les candidats présidents de la République d'Eli Sesanga a fait son ralliement au candidat président de l'opposition Moïse Katumbi. Il a fait hier dimanche 3 décembre 2023 lors d'une conférence de presse. Je vous prie de suivre l'extrait de son message. Réelle à l'alternative dans ce moment critique et face aux évidences. Ainsi, pleinement conscient de mes responsabilités en ce moment particulier de l'histoire de notre pays, j'ai décidé, dans un élan de sursaut et d'unité nationale, de joindre le geste à la parole en alliant nos forces à la candidature de Moïse Katumbi dans le cadre du programme commun en vue de construire dans l'unité et le rassemblement une nouvelle perspective pour notre pays et notre peuple qui en ont grandement besoin.
Et toujours en rapport avec ces messages de Deli Sesanga, une question se pose, c'est celle de savoir qu'est-ce qui a motivé ces décisions. Est-ce que l'union de cette opposition congolaise suffirait pour battre le président sortant, Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession? Maître Rodrigue Ramazani répond à ces questions dans ce duplex réalisé par John Harley Mutombo. Aujourd'hui, nous sommes tous d'accord que M. Tshisekedi a échoué et que pour que celui-ci perde les élections, on n'avait pas besoin d'une coalition de l'opposition face à lui. Peu importe le candidat qui sera face à lui, M. Tshisekedi perdra les élections parce que le bilan est chaotique et catastrophique. Mais cependant, l'opinion est consciente que M. Tshisekedi ne prépare pas les élections. Il prépare une fraude électorale. Vous avez vu comment est-ce que le processus électoral est conduit de manière camouflée, de manière calibrée, en vue de préparer une fraude qui va favoriser M. Félix Tshisekedi. Raison pour laquelle, face à cette réalité incontournable de la tricherie électorale, il est important que l'opposition puisse présenter un ticket commun en vue de endiguer d'abord la fraude et permettre à notre peuple de vivre effectivement la concrétisation de sa volonté par les urnes. Raison pour laquelle, à travers cette dynamique qui avait commencé à Pretoria, où les grandes lignes d'un projet commun étaient dégagées, Deli Sesanga, saisissant le banc, il a constaté qu'effectivement le projet de la refondation du Congo avait pris les déçus sur les autres projets et que les différents candidats présidents de la République étaient d'accord avec le projet de la refondation du Congo et que face à l'urgence, il fallait tout faire pour mettre hors d'état de nuire M. Tshisekedi par les élections. Il était mieux de s'aligner derrière un candidat qui était le plus vu. Aujourd'hui, la vérité est que la campagne électorale se déroule face à des adversaires, Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi. Alors, nous sommes venus comme des alliés de taille, un allié de taille, Deli Sesanga est venu pour donner un coup de pouce à Moïse Katumbi afin de favoriser la victoire de l'opposition. Pensez-vous que l'unité de l'opposition congolaise sera suffisante pour obtenir vraiment gain de cause après les élections du 20 décembre? Écoutez, le plus important, c'est ce que nous nous sommes dit à faire pour le pays. Il y a un projet qui est défini dans ce grand axe, dans ce grande ligne, et j'insiste à que ces projets, dans sa maturation, c'est bel et bien la refondation du Congo. Donc nous sommes d'accord de ce que nous allons faire après. Ce sont des leaders politiques, ils doivent continuer à travailler au nom de la responsabilité pour projeter le pays. Donc moi j'y crois que nous allons arriver à bon port. Dans l'actualité également, début ce lundi 4 décembre 2023 de la campagne électorale pour les conseillers communaux. Cependant, une question reste posée conformément au calendrier électoral de la CENI. Quand est-ce que l'élection des conseillers communaux est censée se tenir? Est-ce le 20 décembre 2023? Monsieur Jean-Baptiste Itipolono, directeur de communication de la CENI, contacté par votre rédaction, a précisé que le 20 décembre 2023, les votes des conseillers n'aura lieu que pour les communes des villes qui sont chefs-lieux des provinces, et pour les communes des villes qui ne sont pas de chef-lieu des provinces, les votes aura lieu en 2024. Je vous prie d'écouter monsieur Jean-Baptiste Itipolono. À la date du 20 décembre 2023, au chef-lieu de toutes les 26 provinces de la République démocratique du Congo, nous aurons 4 scrutins. Il y aura l'élection présidentielle, les législatives nationales, les législatives provinciales et l'élection des conseillers communaux à la date du 20 décembre 2023. Au niveau des chefs-lieux de province, nous allons voter pour des conseillers communaux. Mais dans les autres territoires qui ne sont pas chefs-lieux de province, il y aura 3 scrutins. Présidentielle, législative nationale et provinciale. Pour les Congolais résidant à l'étranger, il n'y aura que l'élection présidentielle. C'est-à-dire qu'une partie des provinces, les communes situées au chef-lieu des provinces vont voter leurs conseils communaux à la date du 20. Et les communes qui ne sont pas situées au chef-lieu des provinces les voteront en 2024 parce qu'il faut harmoniser ces entités-là. Ces communes, il y a des conflits de limites et de compétences. Donc le ministère de l'Intérieur va clarifier tout cela. Pour les communes qui ne sont pas situées au chef-lieu de province, nous voterons les conseillers de ces communes-là en 2024. Mais les communes, toutes les communes situées au chef-lieu de province, par exemple Kinshasa a 24 communes, le 20 décembre, nous voterons pour les conseillers communaux des communes situées au chef-lieu de province.
Et dans la province du Nord Kivu, pour un vote utile lors des prochaines élections, l'Église du Christ au Congo ECC a lancé une campagne de sensibilisation ce dimanche 3 décembre 2023 à la population de la ville de Beni dans la province du Nord Kivu, nous dit Arline Mujinga dans ses commentaires. L'Église du Christ au Congo, ECC, a lancé dimanche 3 décembre dans la ville de Beni, dans la province du Nord Kivu, une campagne de sensibilisation de la population pour un vote utile lors des prochaines élections. La campagne se déroule dans les quartiers et églises de Beni sous le thème « Engagement à opérer, un choix responsable pour un avenir meilleur ». L'Église fait partie intégrante de la société civile et donc de nos communautés. Et il est important que l'Église, dans son rôle prophétique, continue à préparer le peuple de Dieu pour opérer le choix responsable, a dit le pasteur Honoré Bunduki de l'ECC et recteur de l'Université bilingue du Congo. Lors de cette campagne, selon lui, un message à 3 points importants sera transmis à la population locale. Le premier point qui parle d'abord des élections, le choix c'est quoi? Les second point qui nous donne 3 exemples dans la Bible de choix des leaders, des cadres dans la Bible pour que cela nous inspire pour opérer de choix responsables. Et ensuite, le dernier point, c'est de donner quelques caractéristiques d'un bon dirigeant. L'objectif visé consiste à nous préparer tous à opérer des choix qui vont permettre à ce que notre nation voit un avenir meilleur, que nous puissions avoir une nation meilleure à léguer à la postérité. Et puis l'équipe mobile de campagne de celui qu'on appelle actuellement Maillot jaune de Lubumbashi a été tour à tour au marché Congo-Kiwele sur l'avenue Arokaria au quartier Iwabora Radem et Kassangiri. Dans tous ces coins, la joie était visible sur les visages des électeurs de l'homme du social en action en recevant les cartes vertes. Ovine Mogodi nous en parle. Pour ce samedi 2 décembre 2023, la campagne s'est poursuivie pour l'équipe mobile de Jean de Dieu Moulinda avec une cible bien déterminée, le grand marché Njanja situé dans la commune de Kampemba. Mais bien avant d'arriver à ce point chaud, selon son itinéraire, le convoi s'est plusieurs fois arrêté sur les avenues Tulupier, chaussée des Kassenga, actuel boulevard Félix-Antoine Tshisekedi Chilombo, des cimetières et des plaines. Les hommes et femmes soutenant les actions de développement durable de Jean de Dieu Moulinda ont quitté leur maison comme ses habitants du camp Maramba ainsi que les épouses et enfants des militaires de Kamvangu pour obtenir chacun sa carte. Arrivé au marché Njanja, l'on pouvait observer une marée de personnes accourant aux véhicules et auprès de ceux qui étaient descendus pour octroyer les cartes afin de ne pas les rater. Ces vendeurs et vendeuses de ces lieux de négoce gardent un bon témoignage de l'homme du social en action qu'ils ont surnommé le maillot jaune, Jean de Dieu Moulinda. Jean de Dieu Moulinda, honorable kwa bila cha kufanya na mie na bwanangu na batoto na familia yangu wote mpaka yeu papa waro ya munofu joma nto akuvotea bakweka kumbele beo nashika susi ya population. Mungu asifiwe sana. Jean de Dieu Moulinda, courage. Huyu ni muntu wa bantu, cheka nabo huyu baba wa bote mapitale ya bule kila kintu kia bule, atakosa kupita njani shinjo mama bali musala atapita paka. Huyu ni nkuku ana ndeke ya tutakuja naye magharibi yataingia bandeke bena kwanza kutulanda magharibi bapepuke ye acha atakufa kampanya acha kupita deja. Kwa muntu akuvote huyu Jean de Dieu Moulinda, première personne atapita na mafua ya mingi, sio hii maisha Jean de uyazo tapita utabachola utachola. À ce jour, les 2 numéros gagnants gagnent de plus en plus le terrain et certains l'ont déjà mémorisé à l'instar de ce louchois. La fondation Jean de Dieu Moulinda est déterminée à sortir son président fondateur Jean de Dieu Moulinda, maillot jaune au 940 national et 1680 provincial, et la population louchoise l'a accepté et l'accompagne dans cette campagne sans beaucoup d'efforts. Madame, Monsieur, ces journaux c'est poursuivi sur votre chaîne. Place à présent à celui des sports. L'FC Saint-Éloi Lupupu a enchaîné hier dimanche 3 décembre 2023 un 8e succès de rang aux dépens des Bazano, 3-1, confrontant ainsi sa large avancée en tête du groupe A de la Ligue 1. Suivez ces reportages de la cellule de communication de Cheminot.
Le Football Club Saint-Éloi-Lupopo ne laisse aucune miette. Encore une fois intouchable, le club jaune et bleu a poursuivi son sans faute contre la jeunesse sportive Groupe Bazano ce dimanche 3 décembre 2023, 3-0. Une victoire qui s'est dessinée rapidement grâce à Mouakou à la conclusion d'une action collective géniale 10 minutes après la fin du premier quart d'heure. Les Cheminots insistent jusqu'à ce chef-d'œuvre à la 45e minute, parti de son camp. Dieu-Béni Ndongala élimine plusieurs défenseurs adverses pour ensuite dribbler le gardien et terminer l'action d'un plat du pied droit sous les acclamations et l'admiration du stade entier. À vrai dire, ce raid solitaire est le plus beau de l'épreuve, un but maradonnesque à regarder sans modération. Dès le retour, le coach Mohamed Magasuba procède à la première série des changements. Kalunga, Ndembele et Mpolé remplacent respectivement OCT, Bola et Orsomo Kumalanga. Coaching payant, car à la 80e minute, le Tanzanien Georges Mpolé va clôturer le festival en ouvrant son compteur avec beaucoup de sang-froid. Et puis la situation chaotique et persistante que traverse la SV Club n'a laissé indifférent les conseils suprêmes de cette équipe qui, d'un commun accord avec la coordination, ont convoqué une assemblée générale extraordinaire le samedi 2 décembre dernier en vue de résoudre cette crise. Suivez un extrait de cette assemblée. Depuis le début de la saison en cours, l'équipe de football ne cesse de réaliser des contre-performances jamais réalisées par le club dans le passé. Cette saison, avec la nouvelle forme d'organisation du championnat national, l'ASV Club qui se place dans la poule B de la phase qualificative sur 10 clubs alors qu'il est appelé à jouer le premier rôle. Elle vient de perdre 6 matchs coup sur coup. On peut énumérer certaines causes de cette contre-performance qui caractérise la crise interne que connaît notre club aujourd'hui. Je commence. La gestion opaque et chaotique des finances du club par Madame la Présidente du club. Renvoi du 24 joueurs, constitution d'effectifs du club la saison dernière, dont tous les titulaires à différents postes. Même si on pouvait chasser les joueurs, mais ce n'est pas toute l'équipe. Et les réserves à Tabinomo. Et c'est la fin de cette deuxième partie. Madame, Monsieur, place à présent à la troisième et dernière partie de ce journal. Je l'annonçais au sommaire, en Guinée-Bissau, le président Ambalo a dénoncé une tentative de coup d'État. Cependant, le calme est revenu dans la capitale avec l'annonce de la capture du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Tchongo. Africa News nous en parle. Le président bissau-guinéen a dénoncé samedi une tentative de coup d'État qui a été préparée selon lui avant le 16 novembre, date des célébrations du 50e anniversaire des forces armées. Je suis aussitôt revenu à cause de cette tentative de coup d'État, mais je peux vous assurer qu'il y aura de graves conséquences. Il n'y aura jamais plus d'autres coups d'État. Le coup d'État du 1er février est déjà terminé. Tous les acteurs paieront cher. Le président Omaro Sissoko Ambalo a annoncé qu'une commission d'enquête sera constituée très prochainement. Il a dans le même temps remercié les forces armées pour leur loyauté. Le calme est depuis revenu dans la capitale avec l'annonce de la capture du commandant de la garde nationale, le colonel Victor Tchongo. Samedi, le dispositif sécuritaire a été allégé à Bissau, mais des militaires étaient toujours visibles à certains endroits. Et en France, un jeune choriste germano-philippien est décédé sous les coups d'un assaillant armé d'un couteau et d'un marteau connu des autorités françaises comme un islamiste radical qui a déjà fait de la prison en 2016. Euronews nous en parle. L'attaque, qui a fait un mort samedi soir près de la Tour Eiffel, a été qualifiée d'acte terroriste par les autorités françaises. L'assaillant a prêté allégeance au groupe État islamique dans une vidéo préenregistrée. Le franco-iranien de 26 ans était connu des autorités françaises pour radicalisation islamiste.
Le suspect, actuellement en garde à vue, a déjà été condamné pour un projet d'attaque à la défense en 2016. Il était suivi pour troubles psychiatriques. L'information judiciaire qui avait été alors ouverte à son encontre avait permis de démontrer qu'il était issu d'une famille sans aucun engagement religieux et qu'il s'était converti à l'islam à l'âge de 18 ans en 2015 et qu'il avait très rapidement versé dans l'idéologie djihadiste. Les ministres français ont tenu dimanche une réunion extraordinaire avec la première ministre Elisabeth Borne. Un Allemand est mort et 2 autres, un Britannique et un Français, ont été blessés. Le président français Emmanuel Macron a envoyé ses pensées à toutes les personnes touchées par l'attaque terroriste. Cet attentat survient moins de 2 mois après le meurtre d'un enseignant dans un lycée de la ville d'Arras, au nord du pays. La France est depuis en alerte urgence attentat, le niveau le plus élevé du dispositif Vigipirate. Plus de 5000 personnes sont connues pour radicalisation en France. 1600 d'entre elles sont particulièrement surveillées par la DGSI. Et puis l'armée israélienne a étendu ce lundi 4 décembre 2023 ses opérations dans la bande de Gaza où les bilans des civils palestiniens s'alourdissent avec un filigrane de nouveaux signes d'un conflit. Suivez les détails dans ces images. L'offensive terrestre d'Israël s'est étendue à toutes les parties de Gaza ce lundi. L'armée israélienne a ordonné d'autres évacuations dans le sud de l'enclave. De lourds bombardements ont suivi. Ces opérations contre le Hamas ne seront pas moins dévastatrices que celles dans le nord, a assuré l'armée israélienne. Pris au piège d'un territoire exigu, les Palestiniens ne savent plus où aller. Bon nombre des 2,3 millions d'habitants de Gaza sont entassés dans le sud. Israël a en effet ordonné aux civils de quitter le nord au début de la guerre. L'ONU a averti que les hôpitaux de Gaza étaient saturés. Le ministère de la Santé gazaoui fait état de plus de 15 500 morts, dont 70% de femmes et d'enfants depuis le 7 octobre. La majorité serait encore sous les décombres. La communauté internationale fait pression sur Israël pour assurer la protection des civils. Selon l'armée, ses avions de combat et ses hélicoptères ont frappé des cibles du Hamas, y compris des centres de commandement, des tunnels et des stocks d'armes. Les espoirs d'un nouveau cessez-le-feu ne semblent plus d'actualité. La page météo est à suivre juste après nous, madame, messieurs. Vous l'avez compris, c'est la fin de ces journaux sur Shalom Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci également à tous ceux qui nous ont suivis à partir de notre chaîne YouTube. Au revoir et à demain avec le même et réel plaisir.